Salam alaikum az-Zulf Laoun. Bonsoir. La chaîne Al-Magharibiya, encore une fois sous la pression du pouvoir algérien. En effet, hier soir, à 22h d'Alger, notre hébergeur satellitaire a exécuté sa décision de rupture de contrat opérée de manière unilatérale, sans consultation préalable. Il ne lui sera plus possible de diffuser nos programmes au-delà de la rupture de contrat. On devine bien évidemment la pression qu'a exercé le pouvoir algérien dont la mission est de faire taire toutes les voix de l'opposition et de museler la presse. Cette situation incompréhensible nous ramène à quelques années en arrière où les mêmes tentatives ont été employées pour nous rendre inaudibles et invisibles auprès de nos concitoyens. Cette suspension de la chaîne Al-Magharibiya par son opérateur satellitaire intervient à la veille de l'élection présidentielle jouée d'avance, où l'on veut nous exclure en tant que médias de participer à la clarification des enjeux et en mettant en évidence le projet de la continuité des mêmes politiques. Entre un peuple algérien qui se pose en acteur principal et un système politique incapable de proposer une alternative, la sortie de crise en Algérie devient de plus en plus hypothétique. La situation politique, économique et sociale est des plus inquiétantes. L'Algérie a été autorisée à intégrer la NBD, selon un communiqué du ministère des Finances publié hier, 31 août. En adhérant à cette importante institution de développement, bras financier du groupe des BRICS, l'Algérie franchit une étape majeure dans son processus d'intégration au système financier mondial, a souligné le ministère des Finances algérien. L'adhésion à la NBD, selon le ministre des Finances, M. Laziz Faïd, va offrir au pays, premier exportateur africain de gaz naturel, de nouvelles perspectives pour soutenir et renforcer son essor économique à moyen et long terme, d'après le communiqué. Elle a été obtenue grâce à la solidité des indicateurs macroéconomiques du pays, qui ont enregistré des performances remarquables ces dernières années et permis à l'Algérie d'être classée comme économie émergente de tranche supérieure, d'après le communiqué bien sûr. Pour le pouvoir algérien, cette autorisation d'intégrer la Banque des BRICS est un indicateur de la force de l'Algérie à l'échelle internationale. Comme nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle et en pleine campagne électorale, ou plutôt en pleine campagne de répression, le pouvoir en Algérie veut présenter cette adhésion à la Banque des BRICS comme une réalisation du président sortant Abdelmadjid Tebboune, qui a su placer l'Algérie dans la cour des grands. Ce qui contredit bien sûr la phrase assassine de Lavrov, le chef de la diplomatie russe, que le poids, et là je le cite, et l'autorité et la position des pays candidats sur la scène internationale ont été considérés pour rejoindre le BRICS, ce qui en lui-même une humiliation pour notre pays. Au moment où la campagne électorale peine à mobiliser l'ensemble du peuple algérien et que la situation géopolitique nous fait craindre le pire, le pouvoir continue de réprimer sans distinction les militants politiques, les citoyens qui osent exprimer leur point de vue sur la situation du pays, sur tous les plans économiques, politiques et sociaux. La politique étrangère doit ambitionner la réalisation d'objectifs bien définis, avec comme priorité souveraineté politique et économique, acquisition et transfert technologique, gains économiques, prestige et image du pays. Face au soulèvement des peuples en Afrique et l'instabilité chronique de notre pays et l'opacité des institutions attestent l'inquiétude des Américains, des Européens, mais donnent aussi signe de fébrilité à nos partenaires étrangers et installent le doute quant à la stabilité de l'Algérie nouvelle. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions et de toutes ces contradictions, juste après cette petite intro.
Algérie, élection présidentielle entre Dini, répression et propagande. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous sur nos studios notre ami Jamaldine Benchenouf, qui nous accompagne toujours dans cette couverture spéciale de la chaîne El Magharibiya. Quoique nous ne sommes pas sur le satellite depuis hier, comme je l'ai annoncé sur l'intro, mais nous sommes toujours sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre donc sur YouTube, Facebook et d'autres plateformes sur les réseaux sociaux. Jamaldine Benchenouf, journaliste, observateur politique, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nasser de me permettre d'être avec vous et de tenter cette aventure d'une chaîne qui a été étouffée, dont la voix a été tue et qui aujourd'hui se lance dans les réseaux sociaux dont il faut rappeler qu'ils sont la communication de l'avenir. Absolument. Eh ben, nous sommes en quelque sorte pionniers et c'est tant mieux. Voilà. C'est ce qu'on dit. On a le plaisir aussi d'accueillir le président du RCD, M. Athman Mahzouz, qui est depuis Alger, via Skype. Athman Mahzouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Mes salutations à vos invités, mais aussi à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Merci beaucoup, Athman Mahzouz. Vous l'avez aperçu aussi. Mon plaisir de l'avoir ce soir aussi. Monsieur Idil Nouran, analyste politique, observateur politique. J'ai le plaisir aussi de l'avoir aujourd'hui, après tant de tentatives, si on peut dire. Idil Nouran, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre invitation. Je salue mon compagnon et mon ami des plateaux, Jamaldine Benchenouf, et mes salutations fraternelles à vos invités et à celles et ceux qui nous regardent. Merci beaucoup, Idil Nouran. On a le plaisir aussi d'accueillir Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi et bienvenue à tous les invités et bonsoir à tout le monde. D'abord, Idil Nouran, je sais que vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer par rapport à la situation de la chaîne El Magharibiya. J'aimerais vous donner la parole pour vous exprimer par rapport à cette question. On va revenir sur d'autres questions, bien sûr, politiques, mais aussi la situation que traverse notre pays. Je vous laisse la parole libre. Bien sûr, hier, on a été supprimé du satellite. On est visible seulement dans les réseaux sociaux. C'est des déjà-vus, si on peut dire, puisqu'on a connu cette situation en 2019. Votre réaction, Idil Nouran? Ma réaction, tout d'abord, c'est d'exprimer toute ma solidarité à vous, les journalistes, à toutes les équipes techniques, aux dirigeants de la chaîne, parce que ça a été une chaîne qui, si on revient vers sa petite histoire relative mais grande par l'impact qu'elle a eu sur le peuple algérien, c'est une chaîne qui a toujours donné la parole aux sans-voix, la parole à différents hommes politiques, de différentes doctrines, de différentes idéologies. Moi, je témoigne que je n'ai jamais été censuré, et je pense que tous mes camarades l'ont déjà fait. Ça me fait rappeler l'épisode heureux et malheureux que l'on a vécu en 2019 tous ensemble avec ça, et qui, au moins quelques mois après, on a pu trouver, du moins la direction de la chaîne a pu trouver des solutions, et la chaîne est revenue sur satellite. Quoi dire de ce pouvoir qui veut taire une voix, surtout à la veille d'une campagne présidentielle, ou j'allais dire c'est même pas une campagne présidentielle, c'est quoi? C'est une pièce tragico-comique vraiment, c'est une pièce tragico-comique qui est en train de se dérouler face d'abord au peuple algérien et puis aussi à l'international. Exprimer toute ma solidarité en espérant que toutes les bonnes volontés pourront se mettre aux côtés de Magharibiya
dans cette étape qui est pas douloureuse. Je pense que la direction de Maghrébia, c'est des guerriers. Ils sauront répondre en temps et en heure. Les journalistes aussi. J'ai pas de doute là-dessus. Mais tout ce qui concourt à apporter notre soutien pour le Maghrébia, je pense que l'ensemble des Algériens pourront le faire. Ça, c'est le problème. Et il faut noter aussi que ce pouvoir par cette deuxième tentative est carrément maintenant un récidiviste. Et voilà, moi je me demande est-ce qu'il ne faut pas peut-être attaquer, si on a les preuves tangibles, que ce soit le pouvoir algérien qui serait derrière cette pression exercée sur le distributeur ou le diffuseur satellitaire, pour dire aussi est-ce qu'il ne faut pas tenter une action de justice contre l'État algérien, qui, faut-il le rappeler, l'État est une personne morale, donc on peut l'attaquer, soit pour d'infinies choses. On peut attaquer l'État. Donc voilà, toute ma solidarité à toutes. Excusez-moi si j'étais un peu long. Très très bien. On va revenir sur d'autres questions et dire. Ma question est adressée à M. Athmane Mahzouz, le président du RCD. Je vais vous laisser la parole libre par rapport à la situation de la chaîne Al-Magharibia. Athmane Mahzouz. Je tiens d'abord à renouveler justement toute ma solidarité et mon soutien pour l'ensemble des professionnels de la chaîne Al-Magharibia, mais aussi à l'ensemble des dirigeants de Al-Magharibia. Comme je l'avais dit tout récemment, effectivement, le pouvoir algérien ne voudrait jamais justement d'une chaîne qui sera ouverte où les Algériens puissent donner leur avis, mais aussi s'exprimer librement, en toute liberté. Aujourd'hui, ce n'est pas une première, comme vous venez de le dire. Vous avez déjà vécu une telle expérience en 2019. Et cette fois-ci, ça intervient exactement à la veille d'une élection, d'une pseudo-élection, d'une véritable supercherie électorale en préparation pour ce 7 septembre. C'est bien dommage que les Algériens ne puissent pas suivre toute la couverture d'Al-Magharibia où ils peuvent entendre en toute liberté les avis des uns et des autres. J'espère seulement que cette question ne sera qu'éphémère, que Al-Magharibia va reprendre par voie satellitaire pour que les Algériens puissent suivre, mais aussi tous les téléspectateurs puissent suivre ces analyses, mais aussi puissent écouter l'ensemble des Algériens qui ont un avis contraire par rapport à ce que nous dit, mais aussi nous distillent les chaînes soumises, des chaînes auxquelles les Algériens ont complètement tourné le dos depuis des années. Il y a plus d'une centaine de médias en Algérie, mais aucun média n'est libre, aucun média n'ouvre justement, ne donne la parole aux Algériens de manière à ce qu'ils disent ce qu'ils pensent, à ce qu'ils s'expriment librement. Aujourd'hui, nous avons cette tribune-là, Al-Magharibia, et j'espère qu'à l'avenir, elle va reprendre et qu'elle va continuer ce qu'elle fait le plus souvent, mais aussi nous souhaitons que les Algériens vous suivent à travers ce canal-là, sur les réseaux sociaux. C'est toujours une tribune, c'est toujours un moyen justement de donner notre avis et d'être écouté par l'ensemble des Algériens. Très bien. Restez avec nous, M. Athmane Mahzouz. Comme vous l'avez rappelé, les Algériennes et les Algériens peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux. On est toujours donc visible. Hamid Lello, votre réaction? Écoutez, je pense qu'il y a un avis unanime, même de ceux qui supportent le régime algérien. Nous avons débattu avec plusieurs d'entre eux, nous n'étions pas d'accord. Ils ont profité amplement et de manière, je dirais même des fois anarchique, pour faire passer le message du régime. Souvenez-vous, à chaque fois, ils ne lâchaient pas le micro. Pour eux, ils venaient pour nous débiter leur discours. Et pourtant, votre chaîne n'a jamais refusé, n'a jamais dénié aucun effort pour les inviter, pour qu'ils fassent partie de ce débat contradictoire. Al-Magharibia a toujours été, de l'histoire de l'Algérie, de 62 ans d'Algérie, c'est la seule chaîne, malheureusement pour les Algériens, qui a offert ce plateau à tout le monde.
à ceux qui sont pour le régime, à ceux qui sont contre le régime, à ceux qui sont neutres, aux étrangers même. Vous vous appelez... Ouais, Khoya Nasser, Wallahi, ça déchire le cœur, ça déchire le cœur. Mais nous restons quand même très attachés à cette chaîne, nous restons très attachés à notre liberté d'expression. Et surtout moi, la première fois que j'ai réagi, j'ai dit ça, c'est un crime contre l'humanité, crime contre les droits basiques des Algériens. Savez-vous que les droits basiques, ce ne sont pas les violations physiques ou psychologiques? Non, non. Les droits basiques, c'est avoir un chez-soi, c'est avoir accès à l'eau, c'est avoir accès à la nourriture et c'est avoir accès à l'information. L'information est un des droits les plus basiques, les plus élémentaires et les premiers droits d'être humain. Et là, ils ont été violés en Algérie. Très bien. Restez avec nous, Habib Dello. On va revenir sur le plateau avec notre ami Jamaldine Benchenouf. Jamaldine Benchenouf, hier soir, donc à 10h du soir, donc 22h, heure d'Alger, mais aussi heure de Londres. Donc le signal était supprimé sur le satellite, donc le Maghrébien n'était plus visible. On l'avait attendu, cette décision, bien sûr, mais on espérait peut-être qu'il changerait leur avis, tout ça. Ce qu'on a réalisé, Jamaldine, vous avez participé à une émission qui était extraordinaire, puisque vous avez ouvert aussi le standard. Donc il y avait des appelants et beaucoup d'appelants qui étaient donc solidaires avec la chaîne Al-Maghribiya. Qu'est-ce qu'on peut dire, Oui, comme vous l'avez si bien dit, moi aussi, jusqu'à la dernière minute, je me suis dit qu'après tout, peut-être que la voix de la raison allait... Mais permettez-moi d'abord de saluer vos invités, que j'apprécie beaucoup, tous les trois, et dire que je suis très très content de retrouver mon vieil ami Idir. Les trois mousquetaires. Idir, moi j'aime bien lui dire quand on est ensemble, Idir, que tu es encore jeune. Idir. Pour le rassurer un peu. Voilà. Alors, comme je vous le disais, donc, je me disais que la raison allait peut-être l'emporter à la dernière minute, qu'il y a au sein de ces gens un tant soit peu de décideurs raisonnables, mais bon, la hayat liman tunadi, comme on dit en arabe. Et donc ça a été coupé, compromis à 22h heure de Londres, à minuit du côté du Golfe, là où se trouve probablement les berges. Et la notice qu'ils nous ont envoyée, c'était donc le 31 août. Voilà, donc ils ont tenu parole, si on peut dire. Voilà. C'est dire en fait que ce régime donne le bâton pour le battre, parce qu'il n'a pas de distanciation. Il a le nez dans le guidon. Il est obnubilé par cette folie furieuse de vouloir s'accrocher. Il ne tire pas de leçons du passé très récent, de ce qui est arrivé aux frères Bouteflika, qui ont fini par sortir par les égouts de l'histoire. Et Dieu sait que l'ampleur des Bouteflika par rapport à l'actuel président est autrement plus étoffée. Mais en tout cas, moi, personnellement, pour ce qui me concerne en tant que journaliste, qui est passé 11 années au sein de cette chaîne, je suis très fier d'y avoir exercé, de vous avoir côtoyé, vous, mes confrères. Et je vous assure, soit dit en toute sincérité, que je n'ai jamais eu le bonheur en 45 ans de carrière. Pas seulement dans le journalisme. Moi, je suis arrivé tardivement dans le journalisme, moins d'une vingtaine d'années. Enfin, une vingtaine d'années. Mais jamais je n'ai eu l'occasion de m'accomplir, de pouvoir faire du vrai journalisme sans bride éditoriale, sans orientation,
sans instructions pour tel ou tel. J'ai exercé ce métier comme je l'ai toujours rêvé, de la manière la plus libre, la plus objective qui soit. D'ailleurs, moi, je me rappelle ma première condition quand j'ai discuté avec le grand patron de la boîte au moment de commencer à travailler avec vous, a été que je veux avoir une entière liberté, je veux faire des émissions seulement en direct, je ne veux pas brider mes invités. Sa réponse a été magnifique. Il m'a dit, pourquoi, qui vous a dit qu'on va vous brider ou vous orienter? Non, non. Travaillez comme vous voulez. Et on avait commencé, si tu te rappelles, avec une émission de 26 minutes, le top 3 de la presse. Et donc, je peux témoigner aujourd'hui que c'est une chaîne où le métier de journaliste s'exprime librement. C'est une chaîne qui ne fait pas dans la calomnie, qui ne fait pas dans la manipulation des masses ou de l'opinion publique. C'est une chaîne qui a réussi la gageure de rassembler, et Dieu sait qu'en Algérie, combien les antagonismes politiques sont vivaces, qui a réussi à rassembler à travers ses ondes des courants politiques adverses, voire antagonistes, très opposés les uns aux autres, comme celui, par exemple, représenté aujourd'hui par le président du RCD, et les gens du FIS, qui se sont rencontrés dans les mêmes espaces, qui ont pu échanger, discuter, et qui ont enfin démontré à la face du monde, et des Algériens tout particulièrement, que la politique est réellement l'art du possible, qu'elle est aussi celui de la discussion et du débat, et que l'espoir restera toujours permis en politique. Et je sais, à travers Idir d'ailleurs, qui est là le témoin vivant, je me suis fait des amis vrais. Je me suis fait des amis, on ne pense pas la même chose. Et il y a même des points politiques où nous ne sommes vraiment pas d'accord. Absolument. Mais nous sommes ensemble, nous sommes des Algériens. Nous avons redécouvert l'amour du pays, nous avons redécouvert la passion de faire de la politique, d'aller vers notre peuple. Et ça, je ne pouvais pas ne pas en témoigner. Merci beaucoup, Sid Jamel. Aussi très content de vous avoir dans ces moments historiques aussi, si on peut dire, parce que vous étiez là quand la chaîne a été supprimée hier, mais aussi en 2019. Restez avec nous, Sid Jamel. Idir Nouran, on va revenir un peu sur la situation politique que traverse notre pays, cette campagne électorale que peut-être beaucoup appellent une campagne de répression. Bien sûr, cette pression exercée contre la chaîne Al-Magharibiya, elle n'est pas très loin aussi de la pression exercée contre les opposants politiques, les militants politiques. On l'a vu par exemple le 20 août, commémoration donc du 20 août 1956 à Ouzlegen, à Ifri, des cadres du RCD, même le président du RCD qui est avec nous ont été arrêté puis libéré. On a vu la situation de Karim Tabou, la situation de Fethi Gharras, son épouse, la situation de Cheikh Ali Belhadj. Hier, ils ont perquisitionné son domicile. Ils ont pris tout ce qui est électronique, donc téléphone, computer et tout ça. Est-ce que vraiment on est dans une campagne électorale, Idir Nouran? Non, nous ne sommes pas dans une campagne électorale. Ce qu'il y a lieu de remarquer, c'est que dans l'ensemble du décorum, c'est-à-dire entre le président candidat et ces deux concurrents, si on peut appeler ça ainsi, c'est tragico-comique que le pays soit mis en lumière par cette élection qui, dans le fond ni dans la forme, ne répond à des standards internationaux normaux. D'autant qu'on a beau dire par le discours de la police politique à travers le chef de l'État, on dit qu'on est un pays fort. Nous sommes un pays très fragile. Nous sommes un pays très fragile. Cette fragilité est constitutive de beaucoup de choses.
elle est d'abord son incapacité à faire face dans le Sud. Je m'excuse parce que j'aimerais juste aller dans le sens de votre idée, puisque Majid Tebboune a déclaré ça donc à Janet quand il était donc en campagne électorale. Il a dit que l'Algérie est un pays qui est respecté par le monde entier. On l'écoute. إلى دولة محترمة من الخصم قبل الصديق وقبل الأخ. دولة ما تمدش يدها. دولة تدير الخير في كل المحيط نتاعها. وإحنا ماذا بينا كل المحيط نتاعنا كلهم دول شقيقة وصديقة. Idée de Noran, est-ce qu'il y a deux Algéries, une Algérie virtuelle ou il y a déni de réalité votre constat? Oui, c'est un déni de réalité, mais permettez-moi de revenir sur la fragilité de l'Algérie, parce que nos concitoyens, ceux qui nous regardent, puissent comprendre ce qui se cache derrière. Parce que c'est la fragilité du pays qui est constitutive de 3-4 choses. Une violation récurrente des droits de l'homme, une corruption endémique, mauvaise gouvernance et incapable de faire peut-être face à des menaces intranationales, c'est-à-dire endogènes. C'est cette fragilité qui va nous emmener vers l'instabilité. Quand le président dit « nous sommes respectés dans tous les pays et notre voix compte », moi j'aimerais bien qu'il me dise quels sont les pays qui me respectent, avec tout comment vous dire ça, avec tout le respect que j'ai pour les Maliens, pour les Nigériens. Je suis désolé, nous avons été pratiquement remis à notre place par la junte au Niger et par la junte au Mali. Où est le respect dans tout ça? Regardez ce qui se passe en Libye, où on risque d'avoir de très très gros problèmes avec l'avancée des troupes de Haftar sur Ghadamès. Et quand le président lui-même dit Tripoli, c'est la ligne rouge, ce qui reste en plus de crédibilité. Regardez la relation avec la France, avec des crises récurrentes, avec l'Espagne, et comme vous l'avez souligné dans votre édito, les BRICS, où vous avez bien fait de rappeler la déclaration de Lavrov, qui dit le poids des pays dans leur environnement immédiat a été pris en considération. Merci la Russie, merci l'allié historique. La Russie est en train de nous tourner le dos. Il faut que nos concitoyens le comprennent. Elle nous tourne le dos sur des dossiers, sur le dossier du gaz en Europe, au Mali, Gère. Elle nous tourne le dos, carrément. Il y a une forme de rapprochement avec le Royaume du Maroc. Il n'est pas interdit de penser que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, la Russie ayant plus d'intérêt avec le Maroc puisse changer son fusil d'épaule. C'est toutes ces questions. Voilà. Avec ça, on dit qu'on est un pays qui avançons en concert des nations, notre voix est respectée. Dites-nous où elle est respectée. J'aimerais bien le comprendre. J'aimerais bien le savoir. Peut-être que je l'ignore. Mais il n'y a pas que ça, Monsieur Djoudi. Comment faire pour... parce qu'en fait, parler de tout ça, c'est faire un constat. Le constat, tout le monde l'a fait. Chacun à son niveau, chacun à sa juste place. Qu'est-ce qui attend les Algériens le lendemain de l'élection? Très bien. Quelle projection on peut faire de cette Algérie? Ça c'est une question qui est très importante. Une question très importante, on va essayer de la poser donc pendant l'émission, mais on aimerait revenir à M. Athmane Mahzouz. Vous avez entendu l'analyse, vous avez écouté l'analyse de notre ami Idil Nouran qui parle donc de la fragilité de notre pays, mais aussi cette instabilité qui est vraiment inquiétante par rapport à notre environnement. On va écouter parce que de l'autre côté, on est en train de présenter l'Algérie comme une force. L'adhésion de l'Algérie à la Banque des BRICS a été approuvée. On va écouter les déclarations de Majid Tebboune par rapport à cette question. احنا بنك البريكس شيء ومنظمة البريكس شيء آخر. بنك البريكس اليوم إمكانيات المالية اللي موجودة فيه أكثر من إمكانيات تاع البنك العالمي. صح. وحنا رانا شرينا أسهم. ننضم ولا ما ننضمش بنك البريكس راني مشارك في رأس المال تاعو. $1.5 ماهيش ما عطيناش احنا البريكس. مشاركين وقادرين نسحب في أي وقت. Les déclarations d'Majid Tebboune par rapport donc à la banque de BRICS, mais vous faire passer aussi ce reportage de l'ENTV
Comme je vous l'avais dit, l'adhésion de l'Algérie donc, a été approuvée à la Banque des BRICS, qui est différente donc, des BRICS. Notre ami Ido Nouran a rappelé donc, cette phrase de Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui a parlé que le poids, l'autorité et la position des pays candidats sur la scène internationale ont été considérés pour rejoindre le BRICS. Donc là, on parle de la Banque des BRICS, qui est totalement différente. On regarde ce vidéo. وجاء انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة التي تعتبر الذراع المالي لمجموعة بريكس نتيجة تقييم صارم لقوة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأداء الاقتصادي المتميز الذي حققته في السنوات الأخيرة، مما يعكس متانة الاقتصاد الوطني ويضيفه كاقتصاد ويصنفه كاقتصاد ناشئ من الشريحة العليا. Avant de donner la parole à Athman Mahzouz, je pense que notre ami Jamaldine veut rebondir par rapport... Oui, pardon, Président Athman Mahzouz, juste 10 secondes. Monsieur Tebboune qui dit le compte, en quelque sorte le compte en banque de cette banque des BRICS est infiniment plus important que celle de la Banque mondiale. Mais c'est de la folie de dire ça. Je sais pas, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est peut-être 4-5 fois plus. La Banque des BRICS doit avoir quelque chose comme 100 milliards de dollars, ou même pas, avec des participations comme la Chine, 41 milliards de dollars, le Brésil et l'Inde à eux deux 18 milliards de dollars, l'Afrique du Sud 5 milliards de dollars, d'autres, et l'Algérie 1,5 milliard. Mais c'est de la folie d'avancer des chiffres pareils. Pardon, Monsieur Athman Mahzouz. On va revenir peut-être sur le communiqué aussi, Jamaldine, parce qu'il dit, le communiqué du ministère des Finances, il dit que cette décision a été confirmée par le président avec son adhésion en tant que membre de cette importante institution de développement, bras financier du groupe des BRICS. L'Algérie franchit une étape majeure dans son processus d'intégration au système financier mondial et devient ainsi le 9e pays membre de la NBD, souligne le ministère des Finances. Cette adhésion, fruit d'une évaluation rigoureuse, a été entérinée en grande partie grâce à la solidité des indicateurs macroéconomiques du pays, témoignant de la résilience de son économie. C'est le ministre des Finances algérien qui le dit, il faut le préciser. Voilà. Donc c'est le ministère des Finances algérien. Athman Mahzouz, je vous donne la parole. Désolé, vous avez entendu donc Al-Majid Tebboune parler de cette adhésion à la Banque des BRICS, ce reportage de la télévision algérienne de l'NTV qui présente donc comme un succès donc cette acceptation de l'Algérie, donc de l'adhésion de l'Algérie à la Banque des BRICS. Votre réaction, Athman Mahzouz? En fait, sauf à vouloir nous prendre pour des débiles, nous sommes face à cette réalité. En fait, c'est un véritable déni de réalité. Je crois qu'avant de disserter sur cette situation, sur cette question-là, il faudrait rappeler le rejet d'abord de candidature de l'Algérie au BRICS. C'est-à-dire le pays avait subi une véritable humiliation et un discrédit total. Lorsque j'entends maintenant que ce soit Tebboune ou le communiqué du ministère des Finances, je crois qu'ils veulent sérieusement nous voiler la situation que nous vivons au quotidien. Nous avons une économie sérieusement en panne, nous avons une croissance sombre, nous faisons face à des difficultés sérieuses sur le plan économique, et tout ceci, on ne le rappelle pas assez. Et puis, lorsqu'on nous dit qu'enfin l'Algérie va intégrer la Banque des BRICS, en fait, quand on nous parle, est-ce que sérieusement ce placement est efficace? Est-ce que c'est le meilleur des placements que puisse faire l'Algérie? Là, on n'en parle pas de tout ça. Et puis, à écouter Tebboune nous balancer des chiffres comme ça, moi, je ne crois à aucun chiffre qui nous a communiqué d'abord, que ce soit par le ministère des Finances, mais aussi que ce soit par l'Office national des statistiques, parce que tout simplement, nous n'avons jamais produit du vrai chiffre en Algérie.
Moi-même, j'avais interpellé une fois le directeur de l'Office national des statistiques pour lui dire est-ce que c'est vrai, ces chiffres-là que vous nous communiquez sont vrais? Alors que ces chiffres-là sont censés être des références pour l'élaboration des lois de finances. Il m'avait dit clairement que ces chiffres sont avancés rien que pour l'opinion internationale. C'est pour vous dire que l'Algérien, moi en particulier, je ne crois pas à tous ces chiffres-là qui nous sont communiqués. Maintenant, s'agissant de cette question des BRICS-là, nous attendrons pour voir est-ce que sérieusement, c'est une bonne chose d'intégrer ce conglomérat-là. Est-ce que sérieusement, l'Algérie gagnerait dans ce placement-là d'un milliard et demi de dollars? Quel intérêt va-t-elle tirer de ce placement-là? Alors que nous savons tous que ces économies-là ne participent pas grandement aux IDE qui sont dans notre pays. Il suffit de voir maintenant et de discuter aussi de l'apport de ces pays-là en termes d'investissement direct étranger dans notre pays. C'est presque insignifiant. Quelle est la participation de la Russie? Quelle est la participation de la Chine? Quelle est la participation du Brésil, mais aussi de l'Afrique du Sud dans l'économie algérienne? Elle est presque nulle. C'est pour vous dire que ces pays-là sont là à pomper cet argent-là au profit de la croissance dans leur pays. Je crois que j'ai tout résumé. Je ne voudrais pas aller plus loin. Je ne suis pas économiste parce que si l'on disserte davantage sur ces questions-là, sur les équilibres macroéconomiques, mais aussi sur les questions microéconomiques, nous n'allons pas en sortir parce que tout simplement, tout le monde sait que le PIB algérien est en dégradation. Tout le monde sait que le PIB est le produit des valeurs ajoutées de l'ensemble des acteurs économiques du pays. Et aujourd'hui, on le voit, l'économie algérienne, elle est en panne. L'économie algérienne n'arrive pas à produire. Il suffit d'aller voir aussi le taux du chômage, mais aussi cette inflation galopante qui cause énormément de problèmes au pays, mais aussi notamment sur le pouvoir d'achat des Algériens qui peinent sérieusement à boucler leur fin de mois, notamment les travailleurs. Très bien. Restez avec nous, Athman Mahzouz. Hamid Lellou, la question qu'a posée Athman Mahzouz est très pertinente. Qu'est-ce que cette adhésion apportera à l'Algérie? Sachant que beaucoup d'observateurs n'arrivent pas à comprendre la vision de notre pays, qu'elle soit économique ou même géopolitique, puisque auparavant, on a entendu par exemple le ministre des Affaires étrangères, Attaf, qui parlait donc de la direction de l'Asie, que l'Algérie se dirigeait ou a une vision d'avoir une relation plus approfondie économiquement, peut-être même politiquement avec l'Asie. Et là, on se pose beaucoup de questions, bien sûr. Qu'est-ce qui en est donc des pays méditerranéens, qui est notre environnement, les pays du sud d'Europe, qui est à 1 heure de chez nous. On va écouter Ahmed Attaf et je vais revenir vers vous, Hamid Lellou. رئيس الجمهورية قام بتحويل محور من محاور السياسة الخارجية نحو آسيا الوسطى وآسيا. المستقبل هناك. Hamid Lellou. Cette question donc de la banque des BRICS, Ahmed Attaf donc dans ses déclarations qui dit que l'avenir il est là-bas, donc dans les pays de l'Asie. Hamid Lellou. Alors, en ce qui concerne adhérer à ce groupe de BRICS, quelle est son importance? C'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt parce qu'on ne connaît pas l'importance de ce groupe. On sait que c'est un groupe qui est constitué de pays émergents, de pays qui veulent contrecarrer l'hégémonie du G7, des pays développés.
Et donc, pour le moment, honnêtement, on ne sait pas quel sera son impact. Mais il s'avère qu'ils sont en train de travailler pour justement aller vers cette multipolarité pour qu'il n'y ait plus de pôle dominé par les Américains du point de vue économique, militaire et géostratégique. Maintenant, en ce qui concerne l'Algérie, quand ils crient tout fort à chaque fois, nous sommes les plus forts, nous sommes ceci, cela, les grands pays, justement, ils ne le font jamais. Ils vont jamais réclamer le respect, ils vont jamais demander le respect, puisqu'il est de fait. Il est imposé par lui-même, de par leur influence, de par leur impact sur les décisions internationales. Ça y est, la messe est dite. Ils sont forts, tout le monde le sait, ils imposent leur choix, ils dictent leurs décisions au niveau des Nations Unies, donc il n'y a aucun problème. Maintenant, vous me dites, est-ce qu'on a besoin d'aller ailleurs et il serait mieux de consolider nos positions au niveau régional? Mais absolument. La question peut-être, Hamid Lello, peut-être je l'ai mal posé la question. On peut diversifier nos relations, surtout sur la question géopolitique et tout ça. Bon, on peut dire que l'Algérie, en se positionnant vers l'Asie du Sud, si on peut dire, c'est une bonne chose de diversifier ses relations, mais est-ce que c'est des relations qui se font donc contre l'autre bloc, si on peut l'appeler bloc. On est proche de l'Europe, alors que Idirou Nouran a rappelé qu'on a des crises récurrentes avec la France, avec l'Espagne, avec d'autres pays. Pourquoi créer des crises dans l'environnement qui n'est pas très loin de le nôtre et essayer donc de voir nos relations des pays très très loin de nous, si on peut dire. C'est ça la question, Hamid Lello. J'ai compris. Bon, ben c'est malheureusement cette instabilité régionale ou ces problèmes qu'il crée, comme vous le dites, ces problèmes sont dus à leur incompétence. Elles sont dues au fait qu'ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe à côté de l'Algérie. Et je pense que ceci revient à la nature même du régime. Nous avons affaire à un régime tentaculaire. Ce n'est pas une seule tête, c'est un régime non personnifié, c'est un régime qui n'est pas monolithique, c'est un régime qui est traversé par différents courants au niveau de cette police politique qui dirige le pays. Et c'est pour ça que, souvenez-vous, Nasser, vous et moi, on a eu beaucoup d'entretiens par rapport à ça, et je disais que nous allons vers une diplomatie gymnastique où le régime va essayer de faire des grands écarts de manière à satisfaire les différentes parties. Et c'est ça le problème qui se pose maintenant. Et souvenez-vous, à cette époque, j'ai dit, cette situation ne sera pas soutenable. C'est pour ça qu'on voit maintenant, justement, et je lis ça au BRICS, on avait aussi parlé du BRICS à l'époque, j'ai dit que c'est une mauvaise chose pour l'Algérie, mais c'est aussi une mauvaise chose pour le BRICS lui-même, en particulier pour la Russie. Pourquoi ? Parce que le fait d'exclure l'Algérie du BRICS, ceci va pousser l'Algérie ailleurs. Et par conséquent, les Américains avaient profité de cette situation. Ils ont fait pas mal de pas en avant par rapport à l'Algérie, à laquelle ils ont proposé des alliances stratégiques au niveau sécuritaire. Et c'est ce qui a fait peut-être, et je l'avais dit à l'époque, que le BRICS va revenir sur sa décision de manière à ne pas laisser l'Algérie leur échapper et aller vers le... Et donc, comment expliquer, Hamid Lello, ce qui se passe dans le Sahel, puisque la question a été posée par notre ami Idirou Nouran, qui dit que peut-être on est arrivé à une situation où la Russie tourne le dos au pouvoir algérien. Ce qui se passe au Sahel... Absolument, parce que le régime algérien, justement, il est traversé par différents courants. Il n'y a pas que les courants pro-russes, il y a un courant pro-américain, pro-français, pro-chinois et pro-britannique. Et donc cette compétition au sein du sérail fait que un groupe s'affaiblit par rapport à l'autre. À un moment donné, on a vu une présence assez forte russe qui s'est perdue de plus en plus, et c'est pour ça qu'on voit les Russes changer leur vue ou changer leur approche par rapport à l'Algérie, parce qu'ils veulent faire
comprendre au régime algérien votre intérêt, ou bien vous restez avec nous dans le giron russe ou bien pro-russe, ou bien voilà, nous allons vers votre chasse gardée qui est le Sahel après la sortie de la France. D'ailleurs, pendant que la France était dans le Sahel avec les missions de Barkhane, il y a d'autres missions, Épervier, Sévral, etc. Il y avait comme une entente tacite entre l'Algérie et la France. On laisse faire la France, on va les aider discrètement, on va laisser le ciel ouvert pour les avions militaires passer, etc. Une fois que la France s'est fait dégager par les Russes, maintenant les Russes se sont dit, les Algériens ne sont pas d'aussi bons partenaires et il faut qu'on fasse le travail nous-mêmes. D'autant plus qu'on les voit s'approcher de plus en plus vers les Américains. Très bien. Au moins, point de vue sécuritaire. Très très bien. Restez avec nous, Hamid Lelou. Jamaldine Benchenouf, votre réaction par rapport à cette question? Vous avez entendu moi, je suis un peu comme le président Atman Mazouz, je ne suis pas très branché sur tout ce qui est économie, finance. Mais comme la question, c'est comme cette question a été présentée au peuple algérien comme étant... Oui, justement. Ils sont en train de pousser des cocoricots, si je peux dire, de jouer au dindon qui s'enfle de partout, alors qu'ils ont été jetés par les BRICS d'une façon vraiment humiliante. Ne serait-ce que sur le plan d'Arrajla, normalement, ils disent non, on ne veut pas de vous, vous n'avez pas voulu de nous, on ne veut pas de vous non plus. On ne va pas venir. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'adhésion de l'Algérie à la, je ne sais pas comment on appelle ça, la BND ou la Banque des BRICS. C'est un peu comme si NBD. C'est un peu comme si quelqu'un il prenait ses économies de et qu'il allait déposer dans un compte en banque. À plus forte raison. Moi, je vais vous dire un exemple. L'Algérie a adhéré à la Banque mondiale. Elle est partie. Elle fait partie des pays membres de la Banque mondiale depuis 1963. Mais elle ne fait pas partie du groupe de la Banque mondiale qui a droit de regard sur les dépenses et l'utilisation des fonds, de ces fonds. Elle n'a pas droit. Pareil pour le FMI. Elle est membre du FMI, des pays qui ont adhéré au FMI. Si vous vous rappelez, Jamaldine, on a donné presque 5 milliards de dollars au FMI du temps de Bouteflika. Mais ça ne leur a pas donné pour autant un quelconque pouvoir de décision. Ils sont venus, ils ont apporté leur argent. Par contre, que ce soit dans la Banque mondiale, où il y a un groupe, on appelle le groupe de la Banque mondiale, c'est l'autorité qui gère la banque. Les membres sont connus. Au FMI, pareil. Et à la Banque des BRICS, c'est pareil. C'est pas parce que vous avez apporté de l'argent. Et encore, c'est par rapport à la Chine qui a apporté 41 milliards. Vous imaginez un peu la différence entre 41 et... C'est en quelque sorte un client qui est venu déposer son argent dans une banque qui se situe en Afrique du Sud, qui est gérée par des pays émergents vraiment costauds, qui ont failli l'accueillir en leur sein, mais qui ont décidé après tout qu'elle ne fait pas le poids. Mais sinon, mais ça reste une histoire de propagande politique. Ils font feu de tout bois pour essayer de nous filouter, plutôt que d'essayer d'élever notre niveau, notre conscience politique, notre conscience des affaires de ce monde, de faire de nous des gens bien informés, qui sont dans le bain de leur région, du Sahel, qui savent ce qui se passe. Eux, ils font tout pour nous abrutir et pouvoir ainsi nous fourguer leurs choses que je n'ose même pas citer. Très bien. Restez avec nous. Jamaldine Benchenouf. Je pense qu'on va revenir à notre ami Dilo Nourane. Peut-être qu'il voudra rebondir par rapport à la question de ce question
des déclarations de Attaf. Qu'est-ce que vous en pensez, Idil Nouran, par rapport sur ce qu'a dit notre ami Hamid Lelou? Oui, moi je suis en désaccord avec votre intervenant des États-Unis, M. Lelou, c'est ça. Quand il s'exprime et il dit pratiquement que les Américains travaillent avec les Iraniens sur le projet sécuritaire. Il faut qu'on comprenne bien que la crise russo-ukrainienne a des impacts sur le monde. Il y a des impacts dans le Sahel, il y a des impacts en beaucoup de points du monde. Ce qu'il faut dire aussi pour l'adhésion des BRICS. Il faut rappeler certaines évidences qu'on a tendance à oublier. Rappelez-vous de la visite de M. Tebboune en Russie. Je vous rappelle avec mon ami Jamel, on se disait par où va-t-il passer? Est-ce qu'il passe par Paris? Ça voudrait dire un sens. Puis à Moscou, ou va-t-il à Moscou et revenir sur Paris? Tant que la crise avec l'Ukraine était. Quand il a dit, vous êtes d'abord, c'est même pas le fait qu'il dise au président Poutine, vous êtes l'ami de l'humanité. Ça, on peut assimiler ça à une faute protocolaire, à une faute de goût. Ça, on peut l'imaginer. Mais c'est quand il a dit au président Poutine, est-ce que vous me permettez, c'est là pour vous prouver l'acuité de la démence. Vous permettez que je me pose en intermédiaire entre l'Ukraine et la Russie. Or, nous savons tous que la Russie et l'Ukraine, c'est la guerre de demain. C'est la guerre de l'Empire russe, avec les intérêts chinois en bandoulière, qui est contre le monde occidental. Et c'est pour ça qu'on a ces répercussions au Moyen-Orient, on a ces répercussions au Sahel. Donc ça, c'est pour le léger désaccord. Quant aux BRICS, que je voulais dire, le ticket d'entrée d'1,5 milliard, nous sommes membres probablement du conseil d'administration des BRICS. Maintenant, la question qui se pose, avec quelle monnaie vont-ils travailler? Est-ce que cette monnaie va être adossée sur la contre-valeur du dollar? Est-ce que ça va être des crypto-monnaies? Sur quelle monnaie? Cette banque de développement qui seront éligibles, c'est tous les États ou simplement ceux qui sont membres des BRICS. Est-ce que l'étape justement du fait qu'on a accepté le $1,5 milliard de l'Algérie, est-ce que de fait et de manière mécanique lui laisse le droit à la prochaine réunion d'accéder au rang de participants de plein droit? Là, à ce moment-là, ce serait au niveau des BRICS. Il y a beaucoup de questions. Et moi aussi, je rejoins Jamel, c'est des questions économiques pointues sur lesquelles, donc, il faudrait peut-être des émissions avec des experts qui pourraient éventuellement éclaircir les choses. Mais il reste évident que je voudrais rappeler autre chose aussi, non pas que je suis un homme du passé, mais rappelez-vous quand M. Tebboune a reçu M. Blinken et que la fuite a été organisée par l'ambassade des États-Unis à Alger sur la nature et la qualité des échanges. Quand vous voyez notre président dire à M. Blinken, je suis arrivé à Béchar, on ne sait pas si c'est lui ou les travaux donc ferroviaires. Nous sommes prêts à exporter 30, on va arriver à produire 30 ou 40, 35 milliards de tonnes 35 millions de tonnes de Tebboune, là. 35 millions de tonnes de blé, on en garde un peu pour nous, on l'exportera. Mais on aurait aimé avoir un président qui accueille monsieur Blinken en disant, vous avez eu des entretiens avec notre ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous avez des précisions à me demander, sur quel sujet voulez-vous avoir plus de précisions? Ça, on sent qu'on a un président, qu'il a une vision, qu'il a un cap, qu'il a un projet pour l'Algérie. Et là, la question, pour revenir là, quand vous savez, monsieur Djoudi, avant de participer aux BRICS, les intérêts stratégiques et vitaux de l'Algérie étaient d'assainir tout l'environnement, avec le Niger, avec le Mali, avec la Libye, et devenir une force exportatrice de paix, comme le pouvoir a tendance à le dire. Économiquement, on n'a même pas de fonds souverains. On a eu 300 ou 350 milliards de dollars. On n'a pas de ce que je pourrais appeler de médias. On n'a pas de société civile en Afrique, mais en Afrique pas simplement au Mali, parce que notre sécurité, M. Djamal Bichnouf confirmera, notre sécurité commence à N'Djamena, elle commence à Ouaga, au Burkina Faso, elle commence maintenant en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez Wagner, on n'appelle plus Wagner, c'est Africa Corps. Il faut que les gens comprennent que maintenant l'Africa Corps, qui a remplacé Wagner, et je suis désolé, elle est marge au budget du ministère de la Défense russe. Donc c'est un outil russe.
au service de son expansion, au service de sa présence en Afrique. On avait une chance inouïe que la France était boostée, et à juste titre. C'est les conséquences de France-Afrique, c'est les conséquences d'opération Serval, d'opération Barkhane et compagnie. On est arrivé au stade où on avait quelque chose, une grosse carte à jouer. On sort, je suis désolé, complètement démuni. Même nos voisins les plus proches nous tournent le dos. Et avec ça, M. Attaf dit on va déployer notre diplomatie vers l'Asie. Mais l'Asie, c'est un conflit majeur. Les prochaines difficultés, c'est les prochaines difficultés que les Américains et les Chinois vont faire subir à tous les pays de l'Asie en mer de Chine. Ça va aller même au niveau de l'océan Indien pour les nouvelles routes de soie. Non, soyons sérieux. Voilà. Très bien, restez avec nous, Edir Onouran. Monsieur Mahthaman Mahzouz, on va revenir un peu sur la question des élections présidentielles, cette campagne électorale. On a vu ces derniers jours, par exemple, l'épouvantail des complots extérieurs contre l'Algérie, les forces de mal. On va écouter ce passage donc, de l'ENTV par rapport donc, à ceux qui veulent saboter ces élections ou qui appellent à boycotter les élections. في الوقت الذي يستعد فيه الشعب الجزائري بكل حماس لاختيار رئيس الجمهورية يوم 7 سبتمبر القادم، وفي الوقت الذي يجوب فيه المترشحون البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها لتنشيط حملة انتخابية مفتوحة لا تشوبها أدنى شائبة، بدأت قوى الشر تتحرك. وينتظر زارعو اليأس والمنتقمون والمتربصون ومن يدعون إعطاء الدروس وحتى المتنبئون بالمستقبل انهيار الجزائر لدفنها قبل أن يلقوا بآخر حفنة من التراب على نعشها، غير أن الجزائر الثابتة ستبقى صامدة دائما. On va revenir aussi sur le complotisme. Est-il une maladie du régime algérien? On regarde. إحباط ما يحاك ضده من مؤامرات ودسائس تستهدف وحداتنا الترابية والشعبية. فيه مؤامرة اللي زعزعت الاستقرار، هذه معروفة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر. من مؤامرة تستهدف الجزائر شعبا ودولة. تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها. الجزائر مستهدفة تريد ضرب استقرار البلاد. اليوم الجزائر أصبحت مستهدفة بعدوان، لأن الجزائر مقصودة من الخارج. أن الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة لأنها هزمت أكبر قوة وأخرجتها. الجزائر يعني مهددة، أصبحت هدف. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. الجزائر أيضا مستهدفة. مستهدفة بقوة. الجزائر مستهدفة. لسنا مستهدفين فقط من بعيد، إنما كذلك أننا مستهدفون عن قريب. على أن الجزائر مستهدفة. الحملات المسمومة والدعايات الهدامة والمناورات الخبيثة التي تهدف إلى الإخلال باستقرارها. لماذا يريدون استهداف الجزائر؟ ولما نقول نحن مستهدفون ونحن في الأجندات، إذا قالوا لنا راكم تخوفوا فينا، نعم إيه نخوفوا. Pourquoi je vous ai montré donc cette vidéo? Puisque on vient de m'annoncer que la cour de Tlemcen, c'est une information qui vient de tomber. Vous êtes en train de voyez défiler dans vos écrans. محكمة تلمسان تفكيك شبكة مغربية مختصة في التخابر والتجسس بتلمسان. Donc démanteler une cellule marocaine spécialisée dans l'espionnage. On va regarder aussi cette deuxième photo. Voilà, donc Ham. Et là, on nous annonce aussi, voilà, je vais vous lire. وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان تفكيك شبكة تخابر وتجسس بغرض المساس بأمن الدولة.
دونك وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 6 أشخاص منهم 3 جزائريين و3 مغاربة دخلوا أرض الوطن بطريقة غير شرعية. Donc le démantèlement de cette cellule, il faut rappeler donc les timings de cette annonce. On est presque moins d'une semaine de cette élection présidentielle. Athman Mazouz, je reviens à vous, je vous donne la parole. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on vient juste d'annoncer? En fait, vous savez, c'est pas nouveau. Hein. Cette rhétorique discursive a tout le temps été la meilleure des cassettes qu'on nous renvoie à chaque fois, à chaque élection. Moi, ceci dénote d'une seule chose, c'est que ce pouvoir-là n'a aucune assise populaire, n'a aucune assise sociale pour gouverner sérieusement. Aujourd'hui, cette élection-là, nous le voyons, nous le constatons chaque jour, les Algériens ont complètement tourné le dos à cette supercherie électorale. D'où, justement, ce genre de complot qu'on nous ressasse à chaque fois. Mais dans la réalité, tout le monde sait que c'est un pouvoir fragile, c'est un pouvoir qui ne peut pas compter sur la mobilisation des Algériens en faveur de cette élection-là. Aujourd'hui, on a un chef d'État qui sera forcément reconduit et avec ses 2 accompagnateurs, chose que les Algériens savent tous, parce que nous ne sommes pas dans une élection. Nous avons parlé d'une non-élection au sein du RCD, c'est parce que tout simplement, on n'a aucune garantie pour que ces élections soient crédibles, soient transparentes. Et aujourd'hui, à travers justement ce genre de déclaration, mais aussi ce genre de communiqué qu'on nous ressent à chaque fois, ça nous renvoie à quelque chose que nous vivons à chaque élection, que ce pouvoir-là ne peut pas compter sur la mobilisation des Algériens en sa faveur, que les Algériens ont complètement tourné le dos justement aux élections qui sont organisées, notamment par le pouvoir. C'est vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord pour que l'on rejette tout. À chaque espace que nous pouvons gagner, il faudrait le gagner. Mais aujourd'hui, le pouvoir a fini par discréditer l'acte de vote. Il l'a complètement discrédité en Algérie. Et aujourd'hui, on voit ces candidats-là, je suis à travers, en fait, y compris les réseaux sociaux, en dehors des pages qui sont gérées par ces candidats, mais aussi par leur parti. Aucun autre n'en parle. Aucun autre n'accorde réellement un intérêt à cette élection-là. Tout le monde sait que la nuit du 7 septembre, Tebboune va encore garder le pouvoir pour les 5 années à venir. Et ses accompagnateurs vont se satisfaire juste d'une présence comme ça, médiatique, qu'ils exploitent d'ailleurs avec faiblesse, parce que tout simplement, ils ne parlent ni du bilan de l'actuel chef de l'État, ni justement de la situation difficile que vivent l'ensemble des Algériens à travers le territoire national. Aujourd'hui, on n'entend pas ces candidats-là parler de ce que vivent comme atteinte aux libertés dans notre pays. Aujourd'hui, ces candidats-là, on ne les entend pas parler des difficultés quotidiennes que rencontrent les Algériens. On aurait aimé que ces candidats-là fassent un effort pour au moins accabler la mandature passée. Mais Athman Mazouz, désolé, je vous ai coupé la parole. Vous êtes le président du RCD et vous parlez de candidats, et on va rappeler aussi qu'il y a Youssef Aouchiche, qui est le premier secrétaire du FFS, qui est candidat à cette élection présidentielle. Lui, il dit qu'il y a un discours pessimiste qui n'est pas réel à la réalité algérienne. On va écouter Youssef Aouchiche et je reviens à vous, Athman Mazouz. وما نسمعوش للخطابات اللي اليوم
حابة تبعث التشاؤم وحابة تبوسي الناس باش يستقيلوا وما يشاركوش اللي حابين يزرعوا اليأس. اليوم ما لازمش المهرجين السياسيين يأثروا فيكم. اليوم المهرجين والمشعوذين السياسيين ما لازمش يحبطوا من عزائمكم. Donc il y a un autre discours qui dit qu'il faut aller voter parce qu'on peut changer les choses, d'après bien sûr le candidat Youssef Aouchiche. Athman Mazouz? Oui. En fait, en l'écoutant, on le met au défi justement d'aller sérieusement affronter la population et de débattre avec elle, d'ouvrir le débat avec les populations. Vous savez, pour ce week-end-là, on avait déposé 6 demandes d'autorisation pour que l'on organise des rencontres, débats avec la population. On nous a refusé la totalité. C'est pour vous dire que ce pouvoir-là ne voudrait pas que l'on écoute, que l'on entende la voix de ceux qui sont contre justement cette supercherie électorale-là. S'ils sont dans le vrai, s'ils sont sérieusement confiants que la population va les suivre, qu'ils nous laissent aller organiser des rencontres, un débat avec la population. Et je l'ai mis au défi d'ouvrir le débat entre eux-mêmes, entre ces prétendants, entre ces candidats à l'élection. Aujourd'hui, plus personne n'ose parler, n'appelle à un débat entre les différents concurrents, s'il y a concurrence réellement. Or, que je ne crois pas qu'il y a une concurrence. Tous les trois sont d'accord. Il y a même Athman Mazouz, un candidat qui a fait la promotion de Ahmedji Tebboune. Il y a un candidat qui a fait même la promotion, qui a dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées depuis 2019. J'ai pas entendu, j'ai pas bien entendu, la connexion est très faible chez moi. J'ai dit qu'il y a même un candidat à la présidence qui a fait la promotion de ce qui a été réalisé depuis 2019, entre guillemets. Il a fait la promotion de Ahmedji Tebboune. Qui a fait la promotion d'Ahmedji Tebboune. Voilà, c'est ça. Désolé, je pense qu'on a un petit souci de connexion. J'ai pas bien entendu, mais sinon, lorsque je vois que ces mêmes candidats-là, ces mêmes concurrents-là, n'osent pas parler du bilan catastrophique de Tebboune, c'est pour vous dire qu'au sommet, il y a sérieusement cette volonté-là de ne plus parler de ne plus parler du bilan d'Ahmedji Tebboune, mais aussi de ne plus parler aussi des programmes électoraux de ces candidats. Moi, je suis convaincu qu'aucun de ces candidats-là, ne voudrait aller affronter la population pour débattre justement des choses essentielles, mais aussi des préoccupations de la population. Aujourd'hui, aucun de ces candidats-là n'ouvre le débat avec la population. Il m'est arrivé justement d'organiser plusieurs rencontres, débats, où la population pose les questions en face. Aujourd'hui, je ne vois aucun de ces candidats-là ouvrir le débat avec la population, ni oser justement aller affronter le candidat du système qui est Abdelmajid Tebboune, dont on sait tous qui sera reconduit le 7 septembre. Très bien, restez avec nous, monsieur Athman Mazouz. Hamid Lellou, donc c'est que je viens juste de faire passer ce complot, démantèlement d'une cellule, 3 Marocains, 3 Algériens, spécialisés dans l'espionnage, le timing de ce complot, si on peut l'appeler ainsi. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lellou? Justement, avant votre question, je me posais la question sur le timing, en plus de ce qui nous ont sorti sur les armes qui ont été introduites à partir du port de Marseille, sur Bjaïa, je pense. Le problème, et ça c'est malheureux à dire, mais ça c'est la nature du régime avec lequel nous avons affaire, c'est qu'à force de mentir, on ne peut plus distinguer le vrai du faux. Le jour où il y aura vraiment une information vraie
quant à la menace imminente contre l'Algérie, ce jour-là, le peuple ne sera pas prêt parce que le peuple, c'est un corollaire, il part d'un corollaire, d'un principe mathématique. Tout ce qui vient de la bouche du régime, c'est du faux. Et par conséquent, ça c'est grave. Ça c'est grave parce qu'on est arrivé à un point de non-contact entre le peuple et, soi-disant, les gouvernants, parce qu'il n'y a pas ce contrat social, il n'a jamais existé. Les institutions ont été confisquées par ce régime de police politique. Et il y a quelques personnes honnêtes qui continuent à travailler, même au sein des autorités sécuritaires. Mais est-ce que vous pensez, Hamid Lello, est-ce que vous pensez aussi, la question a été posée peut-être par les observateurs de la scène politique algérienne, chez chaque fois, on revient donc sur ce complotisme, le timing. Est-ce que vous pensez qu'il y a une peur du boycott des Algériens de cette élection présidentielle? Absolument. Et d'ailleurs, tout ce qu'il est en train de faire, ça dénote de sa panique généralisée. Il fait du n'importe quoi. Au lieu, il n'a pas sa tête. En ce moment, le régime, il est dans la panique et au dernier moment, il sort des cartes à droite et à gauche. Tout ce qui lui semble être un moyen de discréditer la vraie opposition, tout ce qui lui semble être un moyen pour convaincre la population de voter. C'est pas parce que le vote compte, c'est pas ça. C'est ce qu'ils veulent, ils veulent avoir un impact visuel. Ils veulent que le monde voit qu'il y a réellement des gens qui votent alors qu'ils savent que ce n'est pas vrai. Parce que, en fin de journée, que le peuple vote ou pas, la décision a été prise. C'est la police politique qui contrôle le vote depuis la préparation, pendant le vote et après le vote. Donc la question ne se pose même pas. Mais comme ils sont obligés d'inviter des observateurs internationaux, dont les journalistes internationaux, imaginez l'Algérie, ville morte le jour du vote. Ça ne va pas échapper aux yeux de ces observateurs, même si les rapports, ils vont dire oui, il y a participation et ceci, cela. Mais s'ils voient qu'ils peuvent filmer ou prendre des photos des villes mortes en Algérie le jour du 7 septembre, ça serait un choc psychologique contre ce régime et un coup de souffle et de reprise de confiance en soi du peuple algérien. Et c'est pour ça que c'est très très important que le peuple reste chez soi. Et je le répète, je l'ai répété, quitte à me répéter, ne sortez pas, n'allez nulle part, restez chez vous, ni la plage, ni le café, ni les mosquées, rien du tout. Vous vous réveillez, restez à la maison, ne votez pas. Ça c'est très important parce que nous ne parlons pas d'abstention, nous parlons du boycott actif et c'est ça qui fait peur au régime. Avant ça, il y a toujours eu abstention et ils s'en sont désintéressés. Ils ont même dit « Oh, c'est pas important, je m'en fous. Moi, je travaille pour ceux qui m'ont élu, pour ceux qui votent. » Mais maintenant, c'est différent. La donne est différente. Nous sommes dans l'après-Hirak et ils savent que 5 ans après l'après-Hirak, la situation, elle est explosive. Elle est explosive. Très bien. Reste avec nous, Hamid Lello. Jamel-Din Ben Chennouf. Cette théorie du complot qui revient, bien sûr, la question, bien sûr, c'est le timing, à une semaine, même pas peut-être, de cette élection présidentielle. Est-ce qu'on assiste à l'épouvantail du dahdohisme, c'est comme vous aimez l'appeler, et donc on nous annonce que les services de sécurité, c'est possible, nos amis, donc, de nous mettre l'information, les services de sécurité algériens arrêtent des espions marocains à Tlemcen. C'est ce que on vient juste de recevoir donc comme information, relayée par les médias algériens, TSA. Là, je suis en train de lire donc cette information de TSA. Jamel-Din Ben Chennouf. De saison 20 ou la saison 22 ou la 23. C'est chaque fois ils nous sortent. Je vais vous dire, avant de rentrer dans ce sujet, Nasser, permettez-moi de rappeler quelque chose à nos téléspectateurs, à vos téléspectateurs, pour leur montrer
pour le rappeler, une scène ô combien parlante de la nature de ce régime, de cette médiocratie, de cette mafiocratie. Vous vous rappelez quand la dernière fois que Macron et Tebboune s'étaient rencontrés, ils s'étaient serrés la main, puis ce fut le tour du ministre des Affaires étrangères qui a serré la main à Macron. Et Macron, qui doit l'estimer quelque part, il l'a retenu longtemps à lui faire le check-hand. Tebboune a tapé là. Tebboune lui a tapé sur la main. Ça a fait les gorges chaudes. Ahmed Attaf. Ahmed Attaf. Il lui a tapé. Ça veut dire lâche le Macron. Il n'y a que moi qui peux serrer aussi longtemps. Mais à la limite, il l'aurait regardé. Il aurait fait. L'autre aurait. Et puis c'est Macron qui tenait la main de l'autre, du ministre. Lui, par politesse, il continuait à. Il lui a donné une tape sur la main. Et cette scène a été reprise dans le monde entier. Elle a fait les gorges chaudes de toutes les chancelleries du monde. Des gens qui savent ce que vaut ce régime, ce qu'il est, dans quel état de caricature il se débat. Ceci étant dit, pour ce qui est de cette encore la 20e saison d'Erdogan. Jamel, je vais vous laisser parce que nos amis de la régie me disent que l'image est prête, donc si c'est possible, on va voir juste l'image du TSA. Donc vous êtes en train de voir, de lire aussi, les services de sécurité algériens arrêtent des espions marocains à Tlemcen. Tfadal, c'est Jamel. D'accord. Alors, vous savez, c'est difficile. Ces gens-là nous mettent dans des situations difficiles. Parce que maintenant, si je dis ce que je pense, je vais passer pour un traître, un agent du Makhzen. Et on ne sait pas le vrai qui du me faux. paye. Comme il a dit Hamid D'abord, Lel. non, mais comme chat échaudé craint l'eau froide. Ces gens-là nous ont tellement servi de ce genre de plat qu'on en a jusque-là. On ne peut plus digérer quoi que ce soit. Mais je vais vous donner le contexte. D'abord, pourquoi envoyer des espions en Algérie? Pourquoi? Il y a Argo la frontière, alors qu'ils ont des citoyens marocains en Algérie, autrement plus honorables, qui sont installés, qui sont nés en Algérie, qui travaillent, qu'ils pourraient peut-être retourner. Comme il y a des Algériens au Maroc. Comme il y a des Algériens au Maroc. On dit qu'il y a des centaines de milliers d'Algériens au Maroc et de centaines de milliers de Marocains en Algérie. Plus que ça, plus que ça. De Tindouf jusqu'à Marst Ben Mehdi, de l'extrême sud à la Méditerranée. Toutes les populations frontalières sont cousines les unes aux autres, appartiennent aux mêmes tribus. Depuis des siècles, avant même qu'il n'y ait les frontières actuelles, qui sont, il faut le dire, des frontières intangibles, on n'en parle plus. Ce sont des frontières héritées du colonialisme. Il n'est pas question de discuter avec un tel Moreb ou avec un tel Jazaïr, parce que là, ça n'en finirait plus dans toute l'Afrique, qui a été entièrement colonisée. Mais, ceci étant dit, de Tindouf à Marst Ben Mehdi, toutes les populations frontalières sont parentes. Et ça fait des siècles qu'ils ne font... Depuis qu'il y a la frontière, ils n'ont jamais arrêté de commercer les uns avec les autres, d'aller, de venir. Et permettez-moi de développer un peu longtemps, c'est très important. Alors, la contrebande, maintenant, elle est connue. Comme dans tous les pays frontaliers où la frontière est un peu fermée. Pas, par exemple, comme entre la Suisse et la France, où vous pouvez aller venir comme vous voulez. Mais dans des pays comme ça, où les frontières sont un peu serrées, il y a de la contrebande. C'est normal, les populations... toutes les frontières algériennes, il y a de la contrebande. Que ce soit l'ouest ou l'est. Pas seulement avec le Maroc. Le Sahel, la Tunisie, la Libye, tout. Bon. Aujourd'hui, les autorités algériennes accusent le Maroc de nous envoyer des tonnes et des tonnes et des centaines de tonnes de drogue. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut dire une chose. Qui sont les barons du trafic de drogue? Moi, j'ai dû quitter mon pays en 2003 parce que j'ai écrit un article sur Liberté
qui passait par miracle, peut-être le rédacteur en chef et les correcteurs ne l'ont pas remarqué, le grand Maghreb du Kif, qui est consultable aujourd'hui, où j'ai dit « Les services de sécurité sont la cheville ouvrière du trafic de drogue entre les deux pays ». Et je demande à tout le monde d'aller à Algeria Watch, où je collaborais avec ma très chère amie Salima Millah. Il y a des dossiers très bien ficelés sur le trafic contrôlé par les généraux algériens, dont l'affaire Zenjabil, la fameuse affaire Zenjabil. C'est extraordinaire. C'est un comment on dit les réseaux de grand trafic comme ceux de l'Amérique du Sud, comment on dit un nom bon, ça m'est échappé. Moi aussi. Alors, ce sont des généraux algériens et des centaines de barons du régime. D'ailleurs, l'affaire cocaïne 1, l'affaire cocaïne 2. Ceci étant dit, dans cette affaire, énième affaire d'Ahdouh, dont je ne connais encore rien, puisque vous venez de nous l'apprendre. Moi, par exemple, autorité marocaine, je vais envoyer des espions en Algérie. Pourquoi j'envoie des gens en contrebande, des contrebandiers qui peuvent être pris, et d'ailleurs ils ont été pris. Moi, je m'arrange pour envoyer des gens indécelables, qu'on ne peut pas repérer. D'abord, espionner quoi? Espionner quoi? Franchement, ils ont toutes les informations qu'ils veulent, les Marocains. Encore heureux qu'ils ne nous ont pas dit terroristes pour aller mettre des bombes, comme l'avait Boumediene avant de décréter en 1975 de renvoyer Nahar el-Eid tous les Marocains qui sont nés parfois à la 3e génération en Algérie. C'est une tragédie innommable. Bon, mais pour ne pas trop prendre de temps. Pourquoi ils enverraient? Espionner quoi? C'est comme en Algérie, quand vous allez près de la caserne, les trottoirs de la caserne, avant, je ne sais pas si c'est encore le cas, il y a des chaînes et il y a des pancartes interdites de photographier et de filmer. Filmer quoi? Toutes les armes, vous les achetez à l'étranger. L'étranger, c'est exactement ce que vous avez comme arme. Pourquoi? Et puis la sentinelle, si quelqu'un se trompe, il marche sur le trottoir, il dit hey, voilà, c'est quoi cette histoire? Mais ce régime ne changera jamais. Il ne changera jamais de méthode. Il continuera de faire comme ça. J'avais noté quelque chose, mais bon, j'ai trop parlé, donc je m'arrête là. Mais moi, je n'y crois pas une seconde. Très bien, restez avec nous, Djamaldine. Idirou Nouran, je reviens à vous, si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à ce qui a été dit par notre ami Djamaldine Benchenou, puis cette affaire donc de terroristes ou d'espions pardon, qui ont été arrêtés à Tlemcen. Idirou Nouran. Oui, d'abord je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Leloup. Concernant le fait de dire aux populations restez à la maison, on fait grève, je ne pense pas que ce type de mesure soit à l'échelle, je dis bien à l'échelle du drame que vit notre pays. Je pense qu'il faut s'abstenir de faire ce genre d'annonce, rester chez nous. Et quand vous dites, Monsieur Leloup, vous dites ça prend un boom, ils verront les centres de vote et les bureaux de vote désertés. Écoutez, la politique. Moi, j'ai eu affaire à deux types d'observateurs. Ceux de la mission européenne sur 2 ou 3 scrutins et un sur la commission africaine ex-OUA ou UA. Ça ne dérange pas le pouvoir, Monsieur Leloup. Ça ne dérange pas le pouvoir. Après, appeler à une grève le jour du scrutin, qui est toujours une journée fériée, n'a pas de sens. La grève est un acte militant. C'est un acte militant qui doit être porté dans la société. C'est juste pour ça, Monsieur Leloup. Et le droit à informer, je suis membre fondateur d'une ONG, le droit à informer n'est pas le principal droit. C'est le droit à vivre, c'est le droit à vivre en sécurité. C'est le droit, comme vous l'avez si bien dit d'ailleurs, aux IDH, c'est-à-dire à l'indice de développement humain, l'accès à l'eau, l'accès à la lumière, l'accès, etc., etc. Donc j'aurais terminé, c'est pas pour vous mettre au niveau vous offenser, Monsieur Leloup, je le dis comme ça.
Deuxièmement, concernant cette histoire de Tlemcen avec la saison 22, Jamel, moi je commente pas ça. Je commente pas ça. C'est complètement à côté. Par contre, par contre, j'aimerais revenir sur la question que vous avez posée, qui était bien sûr très pertinente et très intéressante, puisqu'on a Athmane Mazouz aussi, président du RCD. Peut-être qu'il va nous éclairer par rapport à cette question. On est à une semaine de cette élection et tout le monde. Donc vous êtes, je pense, d'accord que Ahmadie Tebboune sera réélu sans surprise. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour notre pays? Qu'est-ce que cela veut dire pour les perspectives d'un peuple qui a aspiré donc à une démocratie, à des libertés, qui est sorti donc en millions pacifiquement en 2019? Idirou Nouran. Oui, alors ce que je voulais dire, d'abord, je voudrais tout simplement témoigner de mon respect à M. Athmane Mazouz pour la ligne politique qu'il a adoptée de manière constante, avec beaucoup d'efforts, avec aussi, et j'imagine tous les éléments qu'on lui met sur le chemin et toutes les pressions qu'il a à subir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est comment construire une alternative demain. Il y a une initiative faite par M. Tabou, Mohsen Belabbas, Ali Laskri, chez quelques intellectuels et hommes de droit. Il y a une deuxième déclaration faite par une diaspora, signée par une centaine de personnes, me semble-t-il. Comment faire pour s'inscrire dans la durée et commencer à travailler dès le lendemain du scrutin? Parce que la stratégie de la tension que nous avons eue de manière permanente durant le Hirak et même avant, nous avons des éléments, nous avons l'affaire de 2001, nous avons beaucoup de situations où on a perdu des vies humaines. Donc, de cette stratégie de la tension, si les canaux ne sont pas ouverts, monsieur Djoudi, il faudra insister là-dessus, c'est que ce sera la stratégie de l'affrontement qui va régler le problème. Donc, comment faire pour passer et que l'armée elle-même, celle qui décide, les vrais décideurs fassent leur propre mutation. Parce que l'Algérie n'est pas prête à avoir un peu humain pour arriver à arracher sa liberté, pour arriver à arracher l'état de droit, à qui il faut donner un sens politique. Parce que affirmer le primat du droit est d'une impérieuse nécessité dans le temps d'aujourd'hui. Par le contrat politique, le vrai contrat politique qui unira tout le monde, l'adhésion au pacte citoyen qu'il faudra faire nous rend de sens s'il repose sur un ordre juste. Et cet ordre juste, ce serait le vivre ensemble. Le tribunal ne serait plus, non pas vécu comme quelque chose, une angoisse permanente, ce sera vécu comme un lieu d'arbitrage de nos désaccords, de nos conflits. Les gens du droit, les techniciens du droit rendront le droit. Moi, je pense qu'il faut penser à construire l'alternative, et cette alternative, elle doit commencer. Comment, avec qui, sur quelle force sociale il faudra s'appuyer pour donner du contour, pour que ça fasse écho. Ça, c'est la perte de politique. Très très bien. Restez avec nous, Idirou Nouran. Athmane Mazouz, la question donc qu'a posée notre ami Idirou Nouran est très importante. Il faut commencer à construire une alternative. La question, bien sûr, comment. Qu'est-ce que vous en pensez, Athmane Mazouz, et surtout par rapport à ce que vit notre pays? On se dirige, beaucoup d'observateurs ont fait ce constat vers une catastrophe si on continue à gérer l'Algérie de la même manière. Votre avis, Athmane Mazouz, on est en train de me dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est Athmane. Vous m'excusez d'abord parce que j'ai une très mauvaise connexion et je n'entends pas assez l'ensemble des intervenants. Maintenant, s'agissant d'alternatives, effectivement, il faudrait penser à l'après 7 septembre parce que tout le monde sait aujourd'hui que ça va être le statu quo, ça avec la reconduction de Tebboune qui sera futur chef d'État pour les 5 prochaines années. Maintenant, le RCD a déjà essayé de rassembler et de fédérer des forces politiques, mais dommage que ça n'a pas
ça n'a pas pris, ça n'a pas tenu, tout simplement parce que les expériences que nous avons vécues, nous avons connu des défections, nous avons connu aussi certains égoïsmes de certaines formations politiques, mais aussi d'activistes. Aujourd'hui, il faudrait penser effectivement à construire sur des bases solides, avec ceux et celles sérieusement qui ont cette conviction-là d'aller vers un travail en commun avec des forces autonomes. Parce qu'aujourd'hui, il est inutile de refaire les mêmes erreurs que nous avons eues bien avant. Aujourd'hui, il faudrait sérieusement construire avec la véritable opposition, pas avec n'importe qui. Nous avons déjà connu des expériences qui nous ont causé du tort, qui nous ont causé du retard dans la construction de cette alternative-là démocratique. J'espère qu'à l'avenir, il y aura cette volonté-là de la majorité des acteurs politiques, mais aussi d'acteurs autonomes pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que avec la reconduction ça va être le statu quo, ça va être encore et encore une véritable crise qui va perdurer. Moi, je suis confiant qu'avec des acteurs politiques autonomes, nous pouvons construire quelque chose, mais il faudrait que chacun de nous aussi laisse ses égoïsmes de côté. Très bien, merci beaucoup Athmane Mazouz. Hamid Lello, très rapidement. Alors moi, Idir, c'est toujours un plaisir de débattre avec vous et je ne me sens pas offensé ou bien ciblé. Mais moi, je suis de nature optimiste, je ne laisse pas place au pessimisme et je ne me déclare pas vaincu d'avance. Quant à mon appel, ce n'est pas un appel à la grève. Au contraire, je sais que c'est un jour congé. Peut-être que vous ne le savez pas, mais dans la lutte de justice sociale des mouvements non violents, demander au peuple de rester chez soi le jour du vote est une des tactiques qui est très efficace. Ça a réussi dans d'autres places, pourquoi pas en Algérie. C'est unique, ça sera quelque chose de nouveau. Donc j'appelle et à titre d'information, j'ai commencé il y a 4 mois. Je le fais pratiquement tous les jours. Maintenant, je le fais peut-être 2 fois par jour et j'espère que ça va marcher et ça va avoir un impact extraordinaire parce que c'est l'impact, il est psychologique. Et arrêtons de dire que le régime, il n'en a rien à foutre, etc., etc. Non, les choses changent. Et dans le régime, il y a des opinions qui changent parce que le régime n'est pas un régime monolithique. Il y a des opinions qui vont changer de camp. D'ailleurs, j'ai posté sur ma page et vous pouvez le lire. Merci. Merci beaucoup, Hamid Lello. Jamaldine, je vais terminer cette émission avec vous très rapidement. Je vous laisse le mot de la fin. Vite, je suis autant je suis catastrophé par cette nature mortifère, mafiocrate de ce système. Autant à chaque fois que j'ai la chance de faire des émissions avec eux, je suis vraiment émerveillé, confiant, heureux d'avoir des compatriotes comme ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Je suis très 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 content de savoir qu'aujourd'hui il y a des partis politiques comme le RCD ou Tahaddi de Fethi Harras. J'aimerais seulement recommander à mon ami Idir Ounourn qu'il a le devoir impératif de s'engager en politique, de rejoindre une vraie formation politique, parce qu'il a l'étoffe d'un grand politicien. C'est un homme qui a une vision absolument extraordinaire. Je suis en admiration de mon ami, franchement, et je le dis en toute sincérité. On va l'appeler donc le Hadjidir. Voilà. On va l'appeler le Hadjidir. Merci, Khouya Nasser. Merci, Jamaldine Menchenouf. Très, très, très content de t'avoir dans cette émission et durant aussi toute cette période de couverture spéciale. Je remercie Idir Ounourn, analyste politique, qui a accepté donc d'être notre invité aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, qu'il ne va pas passer encore 3 mois pour revenir à mes émissions. Et je remercie aussi Athmane Mazouz, président du RCD, qui était avec nous. Merci aussi Hamid Lello, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il était avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.
Il faut se rappeler donc qu'on est toujours visible sur les réseaux sociaux. Qanat al-Magharibiya a été supprimée du satellite, mais pas du cœur du peuple algérien. Qanat al-Magharibiya, Qanat al-Sha'b.